Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast en direct de Cannes avec Kevin Zanelli, donc pilote régional PACA, donc pour l'UFCM, qui va nous présenter ses cohortes, ses chiffres clés, les profits des bénéficiaires et les sorties de parcours qui a pu avoir lieu jusqu'à présent. Donc bonjour à tous, moi effectivement je coordonne donc le projet des tours créatifs à l'UFCM. Pour vous parler un petit peu de nos cohortes, nous en avons démarré 4, pardon. 2 sont déjà terminées et 2 sont encore en cours. L'une terminera en juin et l'autre en septembre 2023. Donc pour vous parler un petit peu des chiffres clés et des profils de nos bénéficiaires, les profils ont beaucoup évolué sur les 4 cohortes. Donc dans un premier temps, on avait déjà eu du mal à remplir la première cohorte puisqu'on n'avait que 9 parcours engagés. Et la seconde cohorte était plutôt composée en grande majorité de personnes primo-arrivants, donc avec des gros besoins d'apprentissage de la langue française. Et cette deuxième cohorte, par contre, était composée de 21 personnes. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, les cohortes se sont rajeunies. Sur la deuxième, c'était déjà le cas. Sur les cohortes 3 et 4 qui sont en cours, un gros travail a été fait avec les missions locales de Cannes et de Grasse. Donc effectivement, la moyenne d'âge a encore diminué. Et pour ces 2 dernières cohortes, on est effectivement sur des profils donc très jeunes qui ont souvent arrêté l'école assez tôt, avec très souvent aussi des spécificités au niveau psychologique, des besoins en tout cas d'accompagnement de ce côté-là, des phobies sociales et scolaires aussi. Donc voilà, on va être sur des profils à qui il faut en tout cas plus de temps d'accompagnement. Pour vous parler des chiffres clés sur les 2 premières cohortes, sans faire peut-être très précisément point par point qui a trouvé du travail, combien de CDI, tout ça, ce que je peux noter moi en tout cas, c'est une vraie différence entre les personnes qui se sont investies dans le projet créatif et les personnes qui sont venues, qui ont travaillé leur projet professionnel, mais sans cet accompagnement à côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits sur le savoir-être, sur sa présentation, sur sa confiance en soi, et qui sont déterminants au moment de travailler le projet professionnel. Pour vous parler de notre projet, donc nous c'est le projet qui s'appelle Unisson, un projet autour de la musique. Donc l'idée principale c'est d'écrire des paroles de musique et de les mettre en chanson avec 2 intervenants, donc des spécialistes de la musique, puis de les enregistrer en studio d'enregistrement. Et ensuite, le cœur du projet, c'est vraiment essayer de développer le pouvoir d'agir de nos stagiaires, de les impliquer et de leur apprendre à s'engager dans un projet. Donc, on va leur demander ce qu'ils ont envie de faire, comment ils veulent mettre leur musique en valeur, sur quel point ils veulent travailler. Et donc, nous avons eu un clip, nous avons eu des spectacles. Et là, les 2 dernières cohortes veulent faire 2 clips aussi. Mais par exemple, ouais, ils veulent s'engager aussi différemment puisqu'il y a des projets de buvettes qui sont organisés par exemple au sein de l'UFCM pour récolter un petit peu de budget pour avoir du meilleur matériel pour les clips. Il y a aussi des journées cohésion qui sont organisées. La prochaine journée cohésion, ce sera un escape game créé par nos bénéficiaires pour le reste du centre de formation. Donc voilà, c'est des projets annexes qui sont impulsés par nos bénéficiaires. Nous, on les encourage en tout cas à avoir toutes les idées possibles. Et je crois que j'ai répondu à la première question. Juste, peut-être je me suis pas trompée, ça fait combien de bénéficiaires au total sur les 4 cohortes ? Du coup, 59. Ok, merci Kevin. Oui, ce qui est un très beau chiffre. Maintenant, est-ce que tu peux, oui, nous parler de tes sourcing, de ta stratégie de sourcing, pardon. Est-ce que ça a évolué justement entre les différentes cohortes, puisque tu nous disais que ils étaient 9 au démarrage sur la première cohorte. Donc, comment vous avez rebondi pour essayer de compléter un peu plus les cohortes suivantes? Alors oui, effectivement, sur la première cohorte, donc moi j'étais pas encore là. Euh, on a eu donc 9 bénéficiaires recrutés. Quand je suis arrivé, j'ai été embauché d'abord comme médiateur social. Donc mon rôle premier, c'était d'animer les territoires pour faire connaître le projet de manière un petit peu, j'allais dire non conventionnelle, mais plutôt innovante, on va dire ça comme ça. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi en fait on avait eu que 9 personnes et globalement les retours, que ce soit de Pôle emploi, des missions locales,
des partenaires historiques, on va dire en tout cas des prescripteurs historiques, c'était une difficulté à lire le dispositif, à le comprendre. Pour les missions locales, c'était aussi du mal à comprendre la différence entre une garantie jeune ou maintenant un CEJ et le dispositif, alors qu'ils sont complémentaires. Donc on a travaillé là-dessus. Dans un premier temps, j'ai été présenter donc le dispositif aux institutions. Moi, le but premier, c'était de rencontrer leur public aussi, pour leur expliquer directement. Donc ça, il y a une action qui est née depuis 1 an maintenant avec les missions locales, qui sont d'accueillir en fait les jeunes pendant une matinée. Et pendant cette matinée, on fait des jeux pour découvrir le dispositif et justement pour leur présenter de manière ludique, sans trop d'informations non plus, pour leur donner envie, pour leur présenter nos méthodes. Donc ça a plutôt très bien fonctionné, puisque maintenant ces journées-là, on l'élargit à l'ensemble en fait de nos dispositifs. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait des jeux, on présente plus que le détour, on présente vraiment tout. Donc on a des vraiment bons retours là-dessus. Dès la deuxième cohorte, du coup, on a eu 21 parcours engagés. Ça a été dû notamment, j'avais analysé que ces publics invisibles, finalement, on sait qu'ils sont invisibles, mais on ne sait pas vraiment combien ils sont, parce que c'est le principe justement d'avoir des publics un peu inconnus et qui passent sous les radars. Donc moi, j'ai fait des animations et j'ai été directement au contact de la population dans les quartiers prioritaires, enfin les quartiers politiques de la ville, pardon. Donc notamment les centres sociaux. On a beaucoup travaillé avec la mairie aussi, la mairie de Cannes. On participe du coup à des quartiers en fait, où là on va en fait faire des jeux pendant une après-midi, un début de soirée, entre, si je vous dis pas de bêtises, c'est entre mai et septembre. Et du coup on est au cœur des quartiers, on rencontre des partenaires, mais aussi des gens pour leur présenter un petit peu ce qu'on fait. Et on travaille beaucoup alors avec les MJC, mais notamment sur ces moments où on va dans les quartiers avec la MJC Giome du coup, où on fait des événements en fait avec nos stagiaires. On les mobilise sur des animations d'Halloween et de Noël pour les enfants. Et du coup, on rencontre les parents, on est avec donc les centres sociaux, les structures de ces quartiers-là. Et donc, c'est aussi en fait des actions qui ont été un plus dans la reconnaissance du dispositif. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais globalement, si vous voulez un petit peu des idées sur les jeux que je peux faire avec les jeunes de la mission locale, donc moi j'aime bien leur commencer par un quiz en fait. Donc c'est un quiz sur nos formations globalement. Ils connaissent pas les réponses, mais dans la salle il peut y avoir des affiches de nos formations. En fait il y a des réponses un peu disséminées à droite à gauche, voilà des indices. Moi je donne des indices quand je parle aussi. Et donc j'utilise Kahoot parce que c'est assez bien fait, on voit les scores en direct et en général les jeunes ils sont très motivés quand on peut faire des combos, multiplier les scores, tout ça. Ça c'est dans un premier temps, et dans un deuxième temps j'utilise souvent soit des Pictionary, soit des Time's Up en partant de métiers et en remontant jusqu'à la formation qui peut leur permettre de faire ce métier-là. Et du coup ça apporte du concret à toutes les informations qu'on a vues pendant le quiz. Voilà, globalement on fait ça, je pense que ça peut être encore un petit peu amélioré, mais voilà. Alors moi, si je résume un peu ce que tu viens de dire, c'est déjà être bien implanté sur le territoire en faisant donc en participant à des activités avec des associations locales, donc pas forcément de promotion en plus de l'UFCM ou des dispositifs de l'UFCM, mais sur d'autres types d'activités qui permettent de connaître et de déjà avoir une première approche avec les usagers. Ensuite, aller vers les usagers par l'organisation d'événements avec d'autres partenaires sociaux, où là, il peut y avoir des distributions de flyers, notamment. Et aussi changer d'approche, donc de présentation des dispositifs, aussi bien lors des infocalls auprès des bénéficiaires bénéficiaires potentiels, mais aussi auprès des prescripteurs, notamment donc en intégrant notamment le jeu, que ce soit avec les prescripteurs et les bénéficiaires potentiels. Tu nous avais indiqué qu'il y avait eu des organisations d'événements donc qui regroupent plusieurs prescripteurs dans lesquels tu avais pu présenter les différentes formations également par le biais du jeu, et que là, tu avais pu avoir 8 positionnements, notamment après une de ces présentations. Donc voilà le petit complément et la petite synthèse en fait de tout ce que tu viens de nous dire, Kevin, sur ces méthodes de sourcing et qui sont variées
et innovantes, en effet, et qui peuvent être essaimées auprès des partenaires et autres. Maintenant, est-ce que tu peux parler de vos parcours? À quel rythme à peu près vous voyez les bénéficiaires par semaine? Enfin, quel nombre d'heures en individuel, collectif? Est-ce que tu penses qu'il y a un nombre d'heures minimum aussi pour assurer un bon suivi? Peut-être que ce nombre d'heures est dépendant aussi du profil des bénéficiaires. Et justement, du coup, est-ce que ça a changé, puisque tu nous expliquais que les profils ont changé entre les différentes cohortes? Donc, est-ce que ça a changé entre les différentes cohortes? Et si oui, pourquoi? Alors, du coup, effectivement, on va être totalement dans l'individualisation. Donc, c'est difficile de dire un nombre d'heures précis. Maintenant, ça a évolué au fil des cohortes. Donc là, les dernières cohortes, comme j'ai dit, donc il leur faut beaucoup plus de temps. Le matin, c'est très difficile, mais pour des questions, j'allais dire presque médicales, mais oui, un peu de médicaments, toutes ces choses-là. Donc forcément, il y a un rythme qui est différent. On essaye de mettre au maximum des après-midi, comme ça ils sont plus en forme. Mais c'est vrai que vu qu'on multiplie les projets, si on veut s'engager dessus, on est obligé de mettre des matinées aussi. Donc on est toujours en train de jongler avec les rythmes. Il y en a certains qui ont des cours de français en plus ou d'autres accompagnements. Donc effectivement, on est quand même sur un rythme assez soutenu. Ils font en moyenne 20-25 heures par semaine. Maintenant, sur la deuxième cohorte, c'était un public en tout cas qui pouvait venir plus facilement 35 heures par semaine. Donc nous, globalement, comment c'est organisé? En ce moment, en tout cas, il y a 3 après-midi. D'ailleurs, non, deux après-midi pardon, qui sont au studio d'enregistrement à faire de la musique. Une après-midi qui est au studio, mais on a fait un petit peu évoluer les horaires. On a fait un test là pour voir s'ils étaient un peu plus en forme. Donc cette période de studio, elle est de 16h à 19h. Comme si c'était une activité, en fait, j'allais dire après le travail ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, on ne sait pas si on va garder cet horaire-là. Et sinon, après, il y a 2 à 3 fois, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en plus de la musique, du coup, il y a l'accompagnement par une animatrice, et c'est là où ils vont réaliser les clips, toutes ces choses-là. Ils vont dépasser un peu le cadre de la musique, et ça, c'est 2 à 3 fois par semaine. Globalement, ça, c'est la base pour tout le monde. Voilà. Maintenant, en fonction du rythme, on peut changer, on peut un petit peu faire évoluer un peu les choses. Il y en a qui vont venir 35 heures parce qu'ils vont avoir du coup des cours de français en plus ou de la remise à niveau en mathématiques par exemple ou en bureautique. Après, les heures peuvent changer, ils peuvent avoir un atelier CV, les rendez-vous individuels, mais aussi le travail du projet pro en collectif avec Rosilène. Donc c'est vrai que ça varie un petit peu. Et en tout cas, là, par rapport au profil de nos bénéficiaires, c'est vraiment des jeunes à qui il faut beaucoup de temps pour prendre confiance et pour s'épanouir pleinement dans le dispositif. Je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai un trou de mémoire, peut-être que ça me reviendra après. Donc je ferai une digression. En tout cas, là, ce que tu nous dis, parce que c'est vrai que tu nous as parlé du projet collectif, mais qu'il y a aussi donc des temps d'entretien individuel. Ça aussi, c'est toutes les semaines, enfin, quel rythme? Et non, je vais pas poser, comme d'habitude, je vais poser une question après l'autre. Du coup, les rythmes des entretiens individuels, c'est... alors, Rosilène est sur le dispositif 1 journée et demie par semaine. Du coup, c'est en fonction du projet, encore une fois, du besoin, de l'urgence, enfin l'urgence, en tout cas du sentiment d'être près du bénéficiaire. On peut multiplier les rendez-vous individuels, ça peut être 1 toutes les semaines, voire 2 dans une semaine. Quand il y a une recherche de stage, quand il y a des enquêtes métiers où il faut des résultats, voilà, on a une personne qui est prête à avancer, forcément on va la mettre en condition, et on va tout faire pour répondre aux besoins. Et oui, voilà, globalement, sinon c'est donc 3 demi-journées par semaine qui sont consacrées aux entretiens individuels, et on se laisse le droit de transformer une de ces demi-journées en collectif, voilà, quand elle a des choses à dire au groupe en entier. Voilà. Mais globalement, c'est comme ça qu'on travaille sur l'accompagnement individuel. Donc il y a, alors tu me dis si je me trompe, mais où il y a 3 intervenants potentiels. Toi aussi, tu peux intervenir sur le RecTech ou c'est aussi Rosilène maintenant qui intervient. Donc il y a Héloïse qui fait l'accompagnement collectif, Rosilène l'accompagnement individuel. D'autres choisissent un référent unique
Est-ce que, si vous êtes 2 à 3 intervenants, est-ce que les personnes sont bien identifiées? Est-ce que je pense que toi aussi tu peux pallier parfois s'il y a des besoins, Rosilène étant une journée et demie, mais s'il y a un besoin urgent, l'idée c'est qu'il y a peut-être 3 intervenants, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours quelqu'un qui peut répondre aux urgences en fait. Oui, en fait, du coup, vu que mon rôle a beaucoup évolué, donc j'ai été médiateur, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de l'accompagnement individuel, jusqu'à coordonner le projet, du coup. Effectivement, moi, je peux pallier si jamais il y a une urgence ou il faut répondre à un besoin assez rapidement. Après, les rôles sont très bien identifiés dans le sens où, dès le début, quand on les a inscrits, moi, j'ai identifié les rôles et en disant, moi, je suis plus un joker. Maintenant, depuis une semaine, je les ai quand même vus en individuel, mais pas pour travailler le projet pro, vraiment pour voir leur ressenti, ce qu'on pouvait améliorer sur le dispositif. Plein de petites choses comme ça, sur aussi travailler sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu arrives à l'heure le matin, pour que tu dormes bien la nuit. Voilà, plus dans ce sens-là. Parce que j'avais un petit peu de temps devant moi, je me suis dit que ça allait être intéressant de travailler là-dessus, parce que c'est vraiment notre cheval de bataille en ce moment en tout cas. Mais sinon, les rôles sont identifiés. Rosilène, c'est vraiment projet professionnel, individuel, collectif. Héloïse, c'est l'animatrice, mais c'est aussi le porte-parole, en tout cas le relais, puisque moi, parfois, je suis pas là ou je suis sur soit d'autres centres, soit je suis aussi en cours, parce que je les ai repris là jusqu'en décembre. Donc forcément, c'est aussi mon relais là-dessus. Moi, c'est vrai que je peux même faire de l'animation si jamais, si jamais j'ai le temps. Alors, le RecTech jusqu'à présent, c'était moi, et là, j'ai formé du coup Rosilène à les accompagner. Donc, sur le RecTech, pour leur faciliter aussi la reformulation, on a mis en place un livret individuel. Donc, dans ce livret-là, il y a leur feuille d'émargement du mois, la grille RecTech avec toutes les compétences. Et vous avez un tableau ensuite où il y a la date, l'atelier du jour, l'atelier suivi, pardon, la compétence RecTech qu'ils pensent avoir travaillé pendant l'atelier et une case pour dire de quelle manière, d'expliquer avec leurs mots, ils ont travaillé cette compétence. Donc là, ça fait un mois, quasiment tout pile qu'on a mis ça en place. Les bénéficiaires jouent le jeu. En tout cas, ils n'oublient jamais leur livret. C'est vrai que je suis un peu étonné. Je pensais qu'ils allaient plus l'oublier. C'est peut-être parce qu'il y a la feuille d'émargement dedans. J'ai peut-être fait exprès. Mais c'est ça. En tout cas, ils jouent le jeu. Ils expliquent avec leurs mots vraiment ce qu'ils pensent travailler. Et c'est vrai que même s'ils me disent je suis pas sûr que ce que j'écris c'est correct, en tout cas ils vont pouvoir le ressortir et le reformuler en rendez-vous individuel. Et ça va faciliter, je pense, le travail sur les open badges. Voilà, enfin sur la remise d'open badge en tout cas. Okay. Je pense qu'on a développé quand même les temps collectifs. Par rapport à l'individualisation, qui se veut, justement, ça se veut être un parcours très individualisé avec plusieurs briques qui peuvent être enclenchées, que ce soit la formation ou les missions en entreprise. Comment vous arrivez du coup à vous organiser, à assurer donc cette flexibilité dans la planification? Alors, du coup, il y a le socle commun quand même qui est le studio d'enregistrement et les animations donc avec l'animatrice et donc la menée de projet. C'est vraiment le socle commun et forcément, on sait que parfois on fait le projet, on commence et on va aller en stage, on va aller travailler, c'est l'accompagnement qui veut ça. Donc parfois c'est vrai qu'on se retrouve à 2, 3, mais il faut quand même continuer le projet et les autres reprendront le relais après. Ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, il y a les besoins un peu plus spécifiques comme des cours de français, de maths. Là, on essaye de voir à peu près, d'identifier les besoins. S'il y a pas mal de besoins, on regroupe et du coup, on leur met l'atelier ou la séance en commun. Sinon, en fonction du besoin, on peut aussi les faire participer en tout cas à des séances d'autres formations pour justement travailler cette remise à niveau-là. Je crois qu'il manque un élément. Sur l'individualisation ? Ouais, je voulais rajouter quelque chose. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est vraiment au cas par cas, on trouve des solutions.
Là, par exemple, il y en a 3 qui vont participer à un atelier cuisine en fait pendant 3 jours. Donc c'est vraiment une mise en condition professionnelle. Leurs projets n'ont rien à voir avec la cuisine, mais par contre c'est pour travailler la cohésion. Donc eux, on sait qu'ils vont partir 3 jours, mais en même temps, il faut que le projet l'avance et on va réussir à pallier sans eux. Il y en a qui vont passer des DELF ou des choses comme ça, et on sait qu'on doit s'organiser. Donc voilà, moi on va dire, j'arrive à organiser ces choses-là parce que vu que je viens de l'animation, souvent on a tendance à s'adapter beaucoup. Il y a toujours des changements. Enfin, on travaille avec beaucoup de jeunes personnes qui sont là juste sur des mercredis ou des choses comme ça. Donc forcément, réagir et m'adapter, j'ai l'habitude. Après, c'est pour ça que c'est une question. Je suis très très intéressé de connaître les réponses de mes collègues dans les autres régions là-dessus. Donc, en fait, oui, il y a aussi des ateliers qui sont proposés en fonction des compétences à développer ou des projets. Enfin, ils ne participent pas tous à tous les mêmes ateliers. Il y a d'autres ateliers spécifiques qui sont proposés en fonction des besoins. Euh, Est-ce que oui, voilà, pour assurer le suivi de vos bénéficiaires, et comme tu le disais, qui pour certains peuvent avoir des suivis psychologiques ou spécifiques, ou là tu as quelques bénéficiaires qui viennent aussi de mission locale et qui sont suivis en mission locale, est-ce que vous êtes en lien donc avec les autres acteurs donc de l'écosystème et qui les suivent par ailleurs pour justement avoir vraiment ce parcours sans couture, sans rupture? Et donc avoir ce suivi vraiment global et qui n'est pas en permanence à répéter à tous leurs conseillers ce qu'ils font, où ils en sont, etc. Oui, du coup, forcément, on est en lien avec les conseillers mission locale. Ça, c'est vraiment, on va dire, la base. Mais à la mission locale de Cannes, ils ont la chance d'avoir une psychologue, donc forcément qui assure un suivi sur beaucoup de nos bénéficiaires. Et c'est vraiment une bonne chose. Donc on est très souvent en contact, ce qui assure, voilà, il n'y a pas de, effectivement, comme tu as dit, pas besoin de répéter. Il n'y a pas de. Parfois, on se pose des questions, on se dit en fait. Est-ce que vraiment c'est dû à une problématique psychologique ou alors c'est juste un manque de motivation ou là on sait c'est suivi donc forcément il n'y a pas de questions en tout cas qui viennent nous parasiter. Ça facilite l'accompagnement pour vous aussi. Exactement, ouais, ouais. On sait donc voilà, ils nous tiennent au courant les bénéficiaires de quand est-ce qu'ils ont rendez-vous, on s'adapte, on leur met pas d'atelier sur ces jours-là. Et ensuite c'est vrai que moi, je suis beaucoup en contact avec les éducateurs spécialisés de certains foyers où nos bénéficiaires peuvent vivre, euh, mais aussi les psychologues de certaines MEX. Donc, en fait, il y a vraiment un suivi qui est fait en transversal, en fait, hein, tout simplement. Il y a vraiment pas de couture et on essaye de se tenir informé de tout, en fait, de chaque évolution. Notamment, je pense au foyer Happy Provence où on a eu beaucoup d'orientation de leur part et on est régulièrement en contact sur voilà, les récépissés notamment parce que forcément quand les récépissés prennent fin et le bénéficiaire ça il pense pas toujours mais s'ils prennent fin il est plus payé. Donc il faut voilà, qu'on s'envoie des mails pour se tenir au courant de ces choses là. Parfois il y a des suivis aussi de leur côté psychologique aussi donc on se tient au courant de ce qui est possible de faire. Est-ce que le bénéficiaire est prêt à faire telle ou telle chose. Je parlais justement juste avant de l'atelier cuisine. J'étais en contact avec la psychologue de la mission locale de Cannes pour lui demander voilà, est-ce que tu penses que dans cet environnement-là, en ce moment, ça va lui procurer beaucoup de stress, ça peut être dangereux pour lui ou pour les autres ou pas. Et du coup, elle m'aide aussi dans l'accompagnement et on fait ça avec beaucoup de structures. Il y avait la MEX de Mougins aussi, de la Croix-Rouge. Donc là, j'étais en contact avec des EduxP et des psychologues, on accompagnait un jeune et on a eu des rendez-vous avec ses parents. Enfin voilà, ça s'est du coup très bien passé et c'est vrai que ça facilite. On sait quand on a une question à qui la poser et on perd pas de temps, ça facilite les échanges et l'accompagnement. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est quand vous avez des questions ou que ça se passe, il n'y a pas de rendez-vous, vous ne faites pas de rendez-vous mensuel, puisque en effet, ils ont leur éducateur spécialisé, c'est pas tous les mêmes pour chacun des bénéficiaires, donc ça, il n'y a pas, oui, une rencontre qui se fait tous les X temps avec ces personnes pour parler de chaque individu, parce que
vous faites en fonction des différentes structures où sont les bénéficiaires. C'est chacun, eux aussi vous appellent pour vous dire, vous prévenir de certaines choses par moment. Il n'y a pas que vous qui appelez pour poser des questions. Ou, oui, il y a un échange vraiment dans les deux sens. C'est ça, c'est vraiment eux qui nous contactent. Je pense dans la cohorte numéro 2, d'ailleurs, il y a eu pas mal de jeunes orientés par la mission locale de Grasse. Et à chaque fois, les conseillères donnaient mes coordonnées aux structures qui les accompagnaient. Donc c'était soit des foyers, soit la MEX dont j'ai parlé juste avant, pour que je rentre en contact justement avec les personnes qui les suivaient aussi d'un autre côté, pour voir ce qu'on proposait, qu'on présente le dispositif, mais aussi voir si l'accompagnement qu'on proposait était adapté. Et s'ils avaient des conseils à nous donner pour faciliter l'accompagnement. Voilà. On arrive aux dernières questions, mais j'en ai 2 petites. Pour toi, quelles sont les bonnes pratiques qui ressortent de ce dispositif, qui serait bon d'essaimer? Qu'est-ce qui change justement des autres dispositifs? Quelles sont les valeurs ajoutées de ce dispositif des tours créatifs? Alors en partant d'un public qui est identique à ce qu'on peut avoir là sur les cohortes, le temps vraiment c'est 12 mois plus la sécurisation, c'est vraiment un point fort, puisque justement ça permet d'enlever du stress en fait à nos bénéficiaires. Parfois ils sont paralysés parce qu'ils n'ont pas envie de faire des choses, mais juste parce que c'est pas le moment tout de suite et qu'il faut y aller petite victoire par petite victoire. Ensuite, le fait vraiment qu'il n'y ait pas de couture, qu'ils puissent aller travailler, revenir. Ça, sur les anciennes cohortes, on a eu quand même pas mal de fois le cas. Et c'était vraiment une bonne chose où du coup ils pouvaient capitaliser sur cette expérience professionnelle. Ils revenaient encore plus motivés pour leur projet et pour le projet de groupe. Et je dirais vraiment toute cette partie justement créative de dire l'apprentissage peut se faire en dehors d'une salle de classe typique. Tout à l'heure, quand on était avec le groupe, je parlais d'éducation populaire. Moi, ça me tient en tout cas à cœur et c'est vraiment l'essence même de pouvoir apprendre dans plein de situations différentes et par plein de personnes différentes. En tout cas, moi, en travaillant là-dessus, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que nos bénéficiaires, j'en suis sûr, puisqu'on évalue quand même le travail, ont développé beaucoup de compétences et c'est vraiment ce côté animation qui est vraiment primordial, où on apprend des choses en sortant du cadre formation standard. Donc ça, c'était sur le dispositif en général. Maintenant, sur votre dispositif, c'est la dernière question. Si tu as un point positif, mais bon, tu viens peut-être déjà un peu d'en parler, mais aussi des axes d'amélioration peut-être qui pourraient être apportés, ou ce sur quoi vous voulez travailler, les pistes sur lesquelles. Alors oui, moi c'était le cheval de bataille que je voulais avoir en 2023. Bon, c'est pas fini, hein. Mais c'est vraiment travailler avec des entreprises ou des structures qui peuvent accueillir en fait en formation nos bénéficiaires, vraiment pour travailler sur le RecTech, identifier vraiment par rapport au métier les bonnes compétences à développer et créer des partenariats dans ce sens-là. Après, je me pose toujours la question. Nous, c'est vrai qu'on fait qu'un seul projet, donc quand ils arrivent, ils rentrent, ils font partie du projet. Ça a été un vrai plus sur la motivation. Du coup, ils rentrent, ils sont accompagnés par les anciens, et ça a été un vrai plus. Mais peut-être que pour vraiment comprendre l'accompagnement et pouvoir bien l'analyser, il faudrait faire cohorte par cohorte. C'est une question en tout cas que je me pose en ce moment. Voilà. Merci beaucoup Kevin, et puis merci de m'avoir accueilli déjà dans les locaux de l'UFCM à Cannes. Le soleil n'est pas totalement là, mais il y a un peu de ciel bleu. Mais merci beaucoup, et puis on se retrouve pour un prochain podcast prochainement. Merci, au revoir.